C'est moi. Nolan. Dwight Nolan. L'agent de sécurité dans la forêt. J'ai vu que certaines personnes s'inquiétaient dans les commentaires, mais je suis toujours en vie. J'ai eu du mal à trouver une connexion Internet pour vous raconter la suite, et j'ai peu de temps alors. Allons-y. Si vous ne savez pas qui je suis alors, allez écouter mes premières entrées, vous aurez le lien dans la description. Rappelez-vous, on devait aller trouver une herboriste. Nous ne battons pas en retraite. Nous avançons dans une autre direction. C'est comme ça que je vais qualifier cette petite expédition. Isaac et moi avons compris que les anomalies qui s'abattent sur le domaine Casamotte deviennent de plus en plus incontrôlables avec les moyens dont nous disposons actuellement. Bien sûr, on pourrait continuer à vider des milliers de balles sur les créatures qui rôdent à l'extérieur des murs. Mais qu'en est-il de celles qui se trouvent déjà à l'intérieur? Ces entités qui semblent interférer avec nos machines. Celles qui m'ont montré qu'elles pouvaient déchirer sans effort les câbles électrifiés censés protéger cette terre. Il nous faut quelqu'un pour nous aider. Quelqu'un qui s'y connaît dans le paranormal et qui, espérons-le, saura y mettre un terme. Et je ne connais qu'une seule personne dans le coin qui pourrait faire l'affaire. Une herboriste nommée Rosanne, qui tient une boutique de l'autre côté de la ville. Alors on a chargé le SUV. Isaac a pris un sac de sport qu'il appelle ses essentiels. Je jure avoir vu quelque chose bouger à l'intérieur. John a pris un sac pour la nuit, et j'ai refermé le coffre du SUV. Mon regard s'est attardé sur 3 valises noires à l'arrière du véhicule. Le claquement du coffre m'a ramené à la réalité. Il était temps d'y aller. Je me suis installé côté conducteur, j'ai démarré le moteur, qui après quelques secondes a fini par rugir et se mettre en marche. J'ai regardé Isaac. Il avait l'air épuisé, hirsute. Tout son œil était bandé comme s'il revenait de l'enfer. J'avais insisté pour qu'on l'emmène à l'hôpital, mais Isaac avait refusé, disant que sa cornée littéralement en train de saigner n'était pas si grave. Quel dur à cuire. Il était là, assis, le regard vide, une bière à la main. Les grilles se sont ouvertes, et j'ai consulté l'écran tactile du GPS, cherchant où se trouvait la boutique de Rosanne. Isaac a lancé « C'est quoi ce bordel ?» Une vague d'angoisse m'a envahi alors que je levais les yeux de l'écran. Et j'ai vu. Au centre de l'allée, trônait un fauteuil roulant, droit, orienté vers la grille, pile au milieu du passage. « Je devrais l'écraser ?» ai-je demandé à Isaac, qui a juste pris une gorgée de bière. John s'est penché par-dessus le siège. Et si c'était un piège? Et s'il avait raison? J'ai détaché ma ceinture, le cliquetis résonnant tandis que j'ouvrais la portière et sortais. Je me suis avancé vers lui, et en approchant, quelque chose d'autre m'a sauté aux yeux. Le fauteuil était entouré de vêtements épars, des vêtements d'enfants, des bonnets, des imperméables, des chaussures, un seau citrouille sale. Tous semblaient avoir été trempés dans une tourbière, formant un cercle autour de ce fauteuil en cuir brillant, propre, immaculé. J'ai contourné l'avant de la voiture, le gravier crissant sous mes pas, bruit de fond blanc alors que je m'approchais. Puis ce son a pris de l'ampleur, de plus en plus fort. Le gravier sous mes pieds était presque assourdissant. Et là, à 3 mètres à peine, j'ai réalisé quelque chose. Il était midi, en ce début octobre. La végétation était encore verte et fraîche. Et pourtant, le seul bruit que j'entendais, c'était mes pas. Et le ronronnement du moteur derrière moi. Aucun son ne venait de la forêt. Pas d'oiseaux, pas de grillons, pas d'écureuils. Je n'étais plus le garde de sécurité, le gardien du domaine en patrouille. J'étais un petit homme, en territoire hostile. J'ai fixé le fauteuil, en colère contre toutes ces conneries. Je l'ai attrapé et balancé violemment sur le côté. Il a percuté un arbre avant de rouler de travers dans l'herbe. Puis j'ai regardé les vêtements au sol. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ces enfants? Pourquoi tout ça? Crac! Mes instincts de soldat ont pris le dessus lorsqu'une branche a craqué, brisant le silence à ma gauche, vers 2 heures. J'ai sorti mon arme et visé. Rien. Juste des arbres, de l'herbe, le néant. « C'est une propriété privée !»
ai-je hurlé, ma voix résonnant dans les bois. Puis, à ma gauche, j'ai entendu une expiration. Je me suis retourné d'un coup, arme en main. Rien. Le fauteuil était un appât. Mais qui l'avait posé là? Le portail était fermé. Rien ne pouvait entrer. J'allais retourner à la voiture quand... Hey! Mon âme a quitté mon corps. Moi, vétéran de l'armée américaine, j'ai bondi sur le côté comme une gazelle apeurée, alors qu'une voix a hurlé à mon oreille et que je vidais presque entièrement mon chargeur vers la droite. Les balles ont fendu l'air. L'une s'est fichée dans un arbre, l'autre a ricoché sur le mur. Et l'une a frôlé de peu le socle métallique de ce foutu squelette. « Tim !» ai-je hurlé à l'objet inanimé. J'ai baissé les yeux sur mon arme. Et merde, j'avais bien vidé le chargeur. « Débile !» a grincé la voix du squelette dans mon crâne, alors que je passais une main sur mon visage, serrant les tempes, le fixant du regard. C'est lui qui avait mis tout ça en place. J'ai jeté un œil au fauteuil, puis à ses orbites vides. « Timothy, c'est quoi ce bord ?» Avant que je puisse finir ma phrase, la portière passager s'est ouverte, et Isaac est sorti, jetant un œil par-dessus le capot. « Ça va ?» demanda-t-il inquiet. « Un peu secoué, ouais. Mais pourquoi tu m'as pas prévenu ?» râlai-je, plus énervé contre les deux zigotos dans la voiture que contre ce foutu sac de calcium. « Te prévenir de quoi ?» dit Isaac, visiblement perdu. J'étais interloqué. Je tendis la main vers l'endroit où... Le putain de squelette. Quel squelette? Je jetai un regard à l'endroit où il se trouvait. Plus rien. Rien, à part une petite pile de douilles. J'étais... choqué? Non. C'était bien Tim après tout. J'ai regardé à travers le pare-brise. John avait ses écouteurs, absorbé par son téléphone. « T'es sûr que ça va? T'es pas bourré ?» lança Isaac, la forêt toujours silencieuse autour de nous. Montez juste dans la bagnole. Le trajet jusqu'en ville fut relativement calme. Je serrais le volant à en blanchir les jointures, m'attendant à tout moment à voir une créature surgir pour en finir avec cette mascarade. Mais ça n'est jamais arrivé. On est arrivé au bout du chemin de terre. Isaac avait trouvé un marqueur et, tout fier, avait dessiné un crâne et des os croisés sur son œil abîmé. « Voilà !» grogna-t-il en jetant le feutre dans la boîte à gants. « Maintenant, je suis un putain de pirate. Il a l'alcoolisme pour, en tout cas... Bref, pas le moment. » Alors que je tournais sur la route principale, j'ai regardé John à l'arrière. « On va te déposer chez ton pote comme la dernière fois, ça te va ?» John hocha la tête, les yeux rivés sur sa tablette. Isaac se retourna sur son siège, l'œil valide braqué sur lui. « Hé, gamin !» dit le routier en s'appuyant sur l'appui-tête, les bras croisés. « Comment tu tiens le coup avec tout ça ?» John mit pause, enleva un écouteur. « Ça dépend. Je suis censé gérer ça comment ?» Il fit tourner son écouteur autour du fil. « Ben... des goules dehors, des fantômes dedans. » On n'est même pas sûr que c'était un fantôme, glissai-je. Même si lui et Isaac pourraient probablement me pondre un mémoire là-dessus. La ferme, sceptique, bref. Isaac tendit une main vers lui. Je sais que ça doit être bizarre, ton père qui s'en va comme ça. Mais Dwight et moi, on te protégera. Compris? John esquissa un sourire. Je le sais bien. Vous avez acheté assez d'armes pour envahir la ville. Pas la meilleure image, ça. J'ai retiré une main du volant pour me gratter la nuque, un peu gêné. Ouais, soufflai-je. On lui avait quand même montré beaucoup d'équipements, peu importe si c'était justifié. Elles sont entre de bonnes mains, John. Isaac me donna un coup de poing dans l'épaule. Et ouais, défense uniquement, petit. Et face aux ghouls, c'est toujours de la légitime défense. Je préférais ne pas rappeler qu'Isaac avait failli écraser un groupe de randonneurs quand on avait nettoyé ce foutu sentier il y a quelques semaines. On est arrivé dans la petite ville, identique à notre dernière visite. Une légère brume descendue des montagnes flottait dans l'air,
Le moulin à sel, avec sa fumée au loin, le bar avec ses néons qui clignotaient, mais personne, pas un chat dans les rues. On s'est arrêté à un carrefour, le Toyota blindé ralentissant devant un passage piéton désert. J'ai laissé une main sur le volant, l'autre glissée sur la boîte centrale. Je tapotais, attendant que le feu passe au vert. Il prenait son temps. Moi et mon pote camionneur regardions autour. John pianotait sur sa tablette. L'ambiance était faite de bourdonnement et de silence. J'attendais. Quelqu'un, n'importe qui. Mais rien ne venait. La brume dessinait un mur opaque. Et derrière, le vide. J'ai levé les yeux. Feu rouge. J'ai regardé John, concentré. Regardé Isaac, son bandage imbibé de pus. Regardé le feu, toujours rouge. Si c'était la nuit, on se ferait sauter dessus. Lâcha Isaac. Mais on sait tous les deux que ces saloperies n'ont pas peur du jour. Il ouvrit une bouteille et en but une gorgée. Pas sûr que ce soit contre la douleur, vu comme il avait flanché hier soir dans le sous-sol. Mais bon, il semble avoir une réserve infinie. Je tapotais sur le volant en cuir. Isaac termina sa bouteille, puis sortit une flasque de sa poche arrière. Évidemment. Mes yeux fixèrent les rues désertes. Le mur de brume gris et blanc masquait tout. Et je jure, j'ai vu un mouvement dedans. Peut-être un corps flottant? Non. Probablement une illusion. Feu vert. J'ai presque écrasé la pédale en redémarrant brusquement. J'ai arrêté le SUV devant la maison, comme la dernière fois. John a rassemblé ses affaires, les fourrant dans son sac à ficelle. Il nous a salués, courant jusqu'à la porte. Je me suis éclairci la gorge. J'étais sec, desséché. La dernière fois qu'on était venu, la ville avait quelque chose d'étrange, mais c'était du chaos contrôlé. Maintenant, j'avais l'impression de le déposer en plein cœur de cette putain de forêt. De l'autre côté de la rue, le voisin aux yeux globuleux le fixait. Il tenait un taille-haie et découpait distraitement le buisson devant lui, jusqu'à ce qu'il le massacre complètement. Puis il a traîné les lames sur le trottoir, a gravi les marches et a glissé dans sa maison. « Quel type charmant !» dit Isaac. Charmant, bien sûr. Nous arrivâmes à l'extrémité ouest de la ville, juste avant un grand pont de pierre enjambant une rivière encore plus imposante. C'était une zone plus résidentielle. Enfin, dans une ville aussi rurale, est-ce qu'on peut vraiment parler de résidentiel? La boutique d'herboristerie de Rosanne semblait littéralement faire partie de sa propre maison, comme ces petits commerces construits au beau milieu de quartiers tranquilles. L'entrée était située à l'arrière. Isaac et moi nous sommes garés dans l'allée et avons marché vers la maison. Isaac lança sa flasque dans la voiture, puis en sortit une autre en marchant le long de l'allée en asphalte. Je jure qu'à ce rythme, il va se bousiller le foie. Une odeur de violette, d'herbe et d'encens perçait l'air rassis de l'automne autour de nous. Accroché sur le côté de la maison, une enseigne en vitrail indiquait « Les solutions de Rosanne ». Au-dessus des lettres rouges en vert, un crâne violet foncé, entouré de ce qui semblait être des plumes flottantes. Fit Isaac en la fixant avec moi. C'est rassurant. J'ai éteint le moteur, suis sorti dans l'air frais et me suis dirigé vers l'entrée arrière. Isaac m'a rejoint. Donc, dit-il en traînant les mots. On va dans la cabane d'une sorcière à la lisière de la ville. Dis-moi, tu penses qu'elle prie Cthulhu ou Satan? Si ça avait été il y a quelques semaines, j'aurais probablement fait demi-tour à ce stade. Une maison de sorcière, comme dit Isaac. Mais ce n'était pas il y a quelques semaines. Et à ce stade, il ne nous reste plus beaucoup d'options, de munitions. Ni Dieu en bon état. J'ai frappé 3 coups à la porte. La peinture était écaillée, mal entretenue. Sa maison semblait envahie par la nature. De grandes haies, des arbres, des plantes, des légumes, tous apparemment indifférents à l'air automnal, entouraient sa propriété. Et pourtant, tout était soigneusement taillé, entretenu. Un vrai paradis pour botanistes. Isaac s'appuya contre la rambarde en bois du porche arrière, se grattant près de l'œil.
Du pu s'échappait du bandage, d'un vert noir inquiétant. Contre mes espoirs précédents. Ne fais pas ça, le prévins-je. Pourquoi? Dit-il, abattu. Il est probablement foutu pour de bon de toute façon. Il avait l'air bien plus abattu que d'habitude, et je me sentis coupable. Si j'avais juste été plus rapide. Bon, au moins, il pourra rentabiliser son bandeau, non? Désolé. Encore une fois, c'est pas le moment. Ma main frappa à nouveau sur la vieille porte en bois, cette fois avec plus d'agacement. Rosanne? Je remarquai un papier scotché à la porte, un genre de horaire. Les solutions de Rosanne. Lorsque les étoiles sont alignées, je viendrai à votre secours. L'un, je, 6h à 18h. Ven, Sam, 24 hours per 24 hours. Dimanche, minuit. Des horaires particuliers, mais bon. Dit Isaac en ramassant un caillou et en le jetant contre la porte. Il rebondit dessus avec un baume sonore. Rosanne, ouvre-moi cette porte, bordel. Soudain, la porte s'ouvrit en grand, un souffle de vent puissant s'échappant de l'intérieur. Elle manqua mon visage d'un cheveu, peut-être moins. Je reculai brusquement, et le choc fit tomber le pauvre Isaac en arrière, tête la première dans la haie. Je me penchai par-dessus la rambarde. « Ça va » criai-je. La main d'Isaac émergea du buisson comme un périscope, pouce levé. Il s'extirpa lentement tandis que je me tournais vers la porte grande ouverte. Un vestibule faiblement éclairé, encombré de coffres et de plantes, nous faisait face. Et pourtant, personne en vue pour l'avoir ouverte. Ouais, mon instinct avait raison. C'était bel et bien une maison de sorcellerie vaudou. En entrant, les odeurs étranges et exotiques s'intensifièrent. Lavande, cerises, savon fraîchement découpé. Et quand je disais que c'était encombré, Isaac et moi, bon, on n'est pas des géants, mais là, on devait se faufiler entre des arbres et de grosses caisses pour progresser dans l'entrée. Finalement, on arriva devant un rideau de velours rouge. Un bout de feuille de cahier y était accroché, le sanctuaire intérieur. Isaac me regarda. Je le regardais. Puis je me penchai vers le rideau. Rosanne ? Fichez le camp. Répondit une voix féminine derrière le rideau. On est fermé. On, pensai-je. Isaac s'écria. Écoute, madame. C'est vendredi. T'as dit que t'étais ouverte toute la journée. Alors ouvre cette foutue porte. Un silence suivit. Puis les bougies et les faibles lumières autour de nous vacillèrent. Non. J'en avais marre. La frustration monta d'un coup. J'ouvris brutalement le rideau et entrai en trombe. Isaac juste derrière moi. On pénétra dans un laboratoire de fortune. Ce qui devait être le salon était recouvert de plantes du sol au plafond, avec une grande table chargée de tubes, de brûleurs, de liquides étranges et d'instruments alchimiques. À la lumière vacillante des bougies et des flammes, je la vis. Elle se tenait au fond de la pièce. Vêtue d'une blouse d'hôpital sous un manteau de laboratoire, un poncho de laine sur les épaules, un bonnet couvrant ses cheveux sombres et sa peau bronzée. Quand elle se tourna, elle nous transperça du regard. Le nom signifie oui chez vous? Dégagez. Les bougies tremblèrent à nouveau. Vous êtes la seule personne en ville dont j'ai entendu dire qu'elle pouvait nous aider, plaidai-je, ce qui ne fit rien pour calmer sa colère. Et pourquoi je vous aiderais, hein? Tout le monde ici a des problèmes, tout le monde vient me voir, et juste parce que 2 gars mal rasés débarquent, je devrais m'occuper d'eux? Dit-elle en jetant violemment un flacon en verre sur la table qui, étonnamment, ne se brisa pas. Écoutez, nos problèmes n'ont rien à voir avec ceux du reste de la ville, soufflai-je. Tu te souviens de cette saloperie noire du moteur? Je l'avais scellée dans un sac Ziploc, doublé même. Je le sortis et le brandis. Ses yeux se plissèrent, puis s'écarquillèrent. Elle tendit la main. Je lui lançai le sac par-dessus la table. Elle l'attrapa et l'inspecta immédiatement. Ou est-ce que vous avez... dit-elle, abasourdie, comme si elle connaissait déjà cette chose. Le domaine Casamotte, répondis-je. Oh! Fit-elle, en laissant tomber le sac de crasse noire sur la table.
Je suis désolée, mais ce qui se passe là-bas dépasse totalement mes compétences. Pourquoi? Beugla Isaac. C'est quoi? Des illuminés dans les bois? Des fantômes cinglés? Des tableaux qui m'ont crevé l'œil? Tu fais ton cinéma avec les lumières qui clignotent et tu veux pas nous aider? Qu'est-ce qui rend ça plus étrange que le reste de cette foutue ville? Il a dit tout haut ce que je pensais tout bas, mon bon vieux cyclope redneck. Rosanne croisa les bras. Avant, Casamot. Théodore, c'est bien ça son nom? Je hochai la tête. Avant qu'il n'arrive. La forêt était étrange, oui, mais ces étrangetés restaient confinées aux recoins les plus profonds, là où personne n'allait jamais. Mais je ne sais pas ce qu'il a déclenché en construisant sa propriété là-bas, mais ça a réveillé quelque chose. Et maintenant, même la ville commence à en souffrir. Sa main monta à son menton alors qu'elle jetait un nouveau regard dans le sac. C'est peut-être un peu cryptique, Rosanne, dis-je en fourrant les mains dans mes poches. Mais notre complexe, une merveille valant plusieurs millions, avec du matériel sur mesure, a été infiltré. Et pas depuis la forêt. Non, de l'intérieur. Ça a failli anéantir tous nos systèmes de défense dernier cri. Et comme l'a dit Isaac, ça lui a coûté un œil. Rosanne tourna les yeux vers Isaac, vers sa gaze épaisse et son œil bandé. Il lui fit un sourire sous sa barbe et leva le pouce en guise de salut. Elle me regarda droit dans les yeux. Et je crois qu'on s'est compris. Ou du moins, elle me crut. J'aimerais... Vraiment, je voudrais... Mais comme je l'ai dit, tout le monde ici a besoin d'aide. Et je suis seule. Dit-elle, visiblement à bout. On a une bagnole blindée de guerre garée devant, ma belle. Lança Isaac avec enthousiasme. Elle peut monter à 130 km/h malgré son blindage de tank. On te conduit où tu veux. Il venait, sans hésiter, de proposer ma voiture. Techniquement celle de Théodore, mais il me l'a laissée. Et franchement, c'était pas le moment de discuter de ça. Elle se tourna vers moi. Tu ferais ça? Écoute, fis-je en haussant les épaules. Si ça peut faire avancer les choses, allons faire tes petites courses. Elle éclata de rire. Des courses, oui. Elle leva une main, la frappa doucement avec l'autre, puis croisa à nouveau les bras. D'accord, allons-y. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Le moteur tourne en ce moment même. Notre sorcière docteur officielle est à l'intérieur, en train de rassembler ses affaires. Et Isaac est en train de pisser juste devant chez elle. Sérieux mec, t'abuses. Rosanne dit qu'elle a juste quelques appels urgents à gérer sur le champ. Ensuite, on rentre au domaine. Je ne sais pas comment va tenir le réseau à travers la ville, il a été très instable aujourd'hui. Étrangement, ce n'était pas le cas il y a quelques semaines, avant que la brume n'arrive. Peut-être juste une antenne trempée. Quoi qu'il en soit, je mettrai à jour dès que possible. Oh, bon sang. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que les choses allaient devenir plus normales une fois que j'aurais recruté Rosanne. Peut-être que je pensais qu'avec son regard, on obtiendrait enfin un peu de clarté sur cette crise qui ronge cette foutue ville étrange, ces foutus bois étranges et ce foutu domaine étrange que, pour une raison totalement obscure, j'ai accepté de protéger. Et pourtant, il m'était complètement sorti de l'esprit que j'avais, en somme, recruté une sorcière. Mais ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Après avoir signé ma dernière mise à jour, je me suis assis sur le siège conducteur de mon SUV blindé à 70 000 $. Moteur allumé et siège chauffant. Et j'ai fait le point dans ma tête. Accomplir les tâches de Rosanne. Retrouver John. Exorciser la maison. Exorciser toute cette putain de forêt. Et, avec un peu de chance, fêter ça en me mettant une bonne cuite. Ça, bien sûr, si on ne finissait pas par mourir bêtement, en tombant dans un trou, en se faisant éventrer, ou en finissant comme Margaret Thompson. Elle, c'était une habitante du coin qui faisait une promenade matinale dans les bois. Ils ont retrouvé son corps 2 semaines plus tard, 40 miles de chez elle. Son corps était encore chaud, alors que la forêt était glaciale. Il manquait la plupart de ses organes vitaux, sans aucune trace chirurgicale, et on a retrouvé une chaussure dans son poumon gauche. Des trucs comme ça. J'ai lu chaque fiche de personne disparue sur ce fichu panneau.
Margaret n'est qu'un cas parmi d'autres. Des gens qui ne sont pas toujours brutalement tués, juste qui disparaissent, avalés par des événements inexpliqués. Je me demande si ça m'arrivera, à moi aussi. Bien sûr, j'ai recruté Rosanne, et j'ai Isaac à mes côtés, même si je viens littéralement de le voir pisser sur le flamant rose en plastique de Rosanne, avant de se mettre à discuter avec son nain de jardin. Même entouré, est-ce que je vais juste devenir une autre statistique? Est-ce que John en deviendra une? Est-ce que le domaine Casamot finira par disparaître un jour, ne laissant que du gravier et de la poussière? Non. Pas tant que je serai là. Isaac remonta sa braguette, salua le putain de nain de jardin d'un geste de la main et remonta dans le siège passager. Il riait en refermant la porte. Sacré bonhomme. Bon, on va où en premier? Demanda-t-il en ouvrant la boîte à gants. Et, évidemment, une autre foutue bouteille d'alcool en tomba. Sérieusement? Je haussai les épaules, adossé contre la fenêtre, regardant l'allée. Elle a dit qu'elle avait 2 arrêts urgents à faire. Ensuite, on est bon. Avec un peu de chance, ça ira vite. Tu crois qu'elle peut arrêter ce qui se passe à la maison? Demanda Isaac. La question résonna dans ma tête. Je dus même me la poser à moi-même. J'attends pas d'elle qu'elle arrête quoi que ce soit. Notre puissance de feu américaine supérieure s'en chargera. C'est à ce moment-là que Rosanne sortit de chez elle, marchant vers la voiture avec un grand sac en bandoulière. Ce que j'attends d'elle, c'est qu'elle découvre ce qu'il se passe vraiment. Rosanne ouvrit la portière, jeta son sac sur le siège opposé, puis s'installa au centre de la banquette arrière, observant Isaac et moi. « Eh ben, quel changement! J'ai enfin des larbins pour faire mes 4 volontés. » dit-elle, dégoulinante de sarcasme. Elle boucla sa ceinture. C'est là que je reconnus enfin son accent. Britannique, un soupçon de Westminster. J'ai connu un gars au Koweït qui avait le même ton. Je mis la voiture en marche arrière et sortis dans la rue. J'ouvris le GPS tactile, la laissant entrer l'adresse. C'était sur la route nord, à la sortie de la ville. D'après ses mots, C'est une sorte de maison de plantation, étrange pour le Missouri, mais elle est là depuis un bon moment. Il y a un grand pont en pierre, et si je ne me trompe pas, ça va être important. Rosanne s'interrompit en tirant un carnet de son sac. Isaac m'a dit plus tard que ce qu'elle lisait ressemblait à un extrait de la pierre de Rosette. Hiéroglyphes, runes, et même un symbole qui ressemblait à une fée déformée. Mais quoi que ce soit, elle comprenait assez pour se perdre dedans. En chemin, on s'est retrouvés à un carrefour, juste derrière le moulin à sel. Même vitre fermée, on entendait les machines. Le sel déversé en piles, les cheminées crachant de la fumée. Autour de nous, des parkings pleins d'engins de chantier, mais pas une seule âme qui vive. « Hé, Rosanne ?» demandai-je. Elle leva les yeux vers moi à travers le rétroviseur. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je regardais autour de moi, trottoirs, routes, infrastructures, camions, grues, tout ça, vide. Pourquoi cette ville est toujours un putain de village fantôme? Rosanne se déplaça vers la droite, du côté d'Isaac. Elle regarda autour du véhicule. C'est bizarre. Enfin, pas tant que ça. Quand je suis arrivée ici, personne voulait me parler. Même pas leur mère. Mais après quelques mois, j'ai commencé à en croiser quelques-uns. Donc, ils sont timides? Demanda Isaac. Ben, il est midi, je sais pas pourquoi il y a personne. Faut dire Dwight, j'en sais rien. Dit-elle en revenant à son carnet. Génial. Même notre occultiste maison ne sait pas ce qui se passe ici. Le reste du trajet fut relativement calme. Isaac et Rosanne discutèrent un peu, surtout de leur voyage. Rosanne a visité tout le continent. Venezuela, Brésil, Chili, Panama, Guatemala, Mexique. Et maintenant, elle sillonne le sud des États-Unis. Isaac, comme vous le savez, a campé dans les bois quelques mois et s'est retrouvé au Missouri, 2 États plus loin. Comme elle l'a dit. T'as parcouru plus de 1000 kilomètres et t'as pas pensé une seconde à faire demi-tour? Dit-elle,
dit-elle, stupéfaite, en prenant des notes. Non. Répondit Isaac fièrement, en buvant une gorgée. Et c'est 1166, merci bien. Ça a piqué la curiosité de Rosanne. T'as vu des trucs paranormaux pendant ton périple? Les marais de Louisiane? Le repère de la chèvre du Missouri? Isaac haussa les épaules, se gratta le menton et réfléchit, son sourcil unique surplombant son cache-œil. Pas... vraiment. Mais j'ai entendu pas mal de bordel dehors, près de ma tente. Je vous jure, je suis presque sûr qu'il y avait genre 10 silhouettes autour de moi, dans le nord du Texas. Une station-service bizarre. Impossible de dire dans quel état c'était. Le gars là-bas était vraiment chelou. Ça a continué pendant ce qui m'a semblé des heures, alors que le trajet ne durait que 20 minutes. La route traversait un petit bosquet d'arbres, menant à une grande intersection en T. En face, le pont de pierre. Une centaine de mètres, à vue d'œil, enjambant une rivière. À gauche, une route longeait le cours d'eau. À droite, comment expliquer ça? La rivière formait une boucle, créant une grande langue de terre sur la droite. Sur cette parcelle, on trouvait un verger de cerisiers, des haies, une pelouse parfaitement entretenue, une clôture de pierre et de métal, menant à un large portail en fer. On s'arrêta devant le portail. Rosanne fit signe à une caméra fixée sur le côté, et les grilles s'ouvrirent lentement. Une allée courte menait à une aire circulaire, et à une grande maison blanche de style plantation. Comme elle l'avait dit, colonne en pierre, mobilier ancien mais bien conservé du sol, jusqu'au toit en tuiles. En me garant devant la maison, Isaac poussa un long sifflement. « Y en a qui nagent dans le fric ici. Regarde-moi ces colonnes. » Et il avait raison. Celui qui habitait là avait les moyens. Et comme j'ai appris au domaine Casamotte, parfois même les riches ont besoin d'aide pour affronter les démons qui se cachent en sous leur toit. Bon ben, allons-y les gars. Lança Rosanne en sortant de la voiture. Isaac et moi nous échangeâmes un regard, puis nous la suivîmes. Il rangea sa bouteille de Jameson dans la poche cargo de son pantalon et redressa sa casquette. Le bip sonore du verrouillage de la voiture fut l'un des seuls sons audibles autour de nous. Le silence et le vent froid d'automne enveloppaient toute la propriété. Rosanne frappa à la porte, droite, professionnelle, attendant patiemment. Moi, j'étais adossé à l'une des colonnes, bras croisés, essayant d'avoir l'air d'un figurant pendant qu'elle faisait son boulot. Mais pas trop en retrait non plus. Quoi qu'il se passe ici, je voulais en observer chaque détail. Ça pourrait servir plus tard. Isaac était assis au bord d'un grand pot de fleurs, près de la colonne opposée. Puis, il tomba dedans et fit basculer le pot, qui se renversa sur les marches. J'étais quelque part entre le fou rire et le soupir, et Rosanne dit quelque chose comme « Qu'est-ce que... Mais pourquoi tu as... » avant de s'interrompre en entendant des pas venir dans sa direction. Isaac réagit vite. Il balaya la terre sous la colonne, puis jeta le pot fissuré dans une haie, juste à temps pour que la porte s'ouvre. L'homme qui apparut était immense, et c'est moi qui le dis. Je fais 1m88, 1m90 les bons jours. Lui nous dépassait tous. Il portait un pantalon habillé, une chemise à manches retroussées et un gilet bleu marine et noir. Classe, sobre. Il ajusta ses lunettes rondes sur l'arête de son nez. Une calvitie naissante lui donnait une légère brillance sur le crâne. Il jeta un regard vers moi, puis vers Isaac, avant de plisser les yeux sur une large tache de terre sous les pieds d'Isaac, qu'il évita soigneusement. Enfin, il se tourna vers Rosanne. « Vous devez être docteur Rosanne, » dit-il. Sa voix était grave, mais avait cette touche sophistiquée teintée d'un accent du Sud. Rosanne acquiesça, et il l'invita à entrer. Elle le suivit, de près. Isaac et moi emboîtâmes le pas. « Docteur Rosanne ?» ricana Isaac, ce qui lui valut un regard noir. « Ton doctorat, il est en quoi? Les arbres possédés ?» L'homme nous mena dans un salon décoré avec goût. Tout en bois de chêne sombre,
une cheminée dans le coin du fond, des photos de famille, des décorations d'automne, et une dominante de rouge foncé sur tous les tissus. Une ambiance, pas désagréable mais étrange. Sur un large fauteuil, une femme plus âgée était assise. Elle devait avoir dans les 55 ans, peut-être un peu plus. C'est mal de deviner l'âge d'une femme, non? Elle portait surtout des vêtements faits main, une écharpe, un pull, un pantalon, même ses chaussures. Des pantoufles, j'imagine. Sur ses genoux reposait un de ses chats sans poils. Lui aussi portait un petit pull tricoté. Madame Marks, voici la professionnelle que vous avez demandée il y a quelques jours. Docteur Rosanne, Annonça l'homme. La femme hocha la tête et il s'éclipsa dans une autre pièce. Rosanne prit les devants. Isaac et moi restâmes à l'écart, de l'autre côté du salon. Madame Marks, c'est vraiment un plaisir. Commença Rosanne, mais la femme se leva, levant la main pour l'interrompre. Rose, chérie, s'il te plaît. Dit-elle avec un accent typiquement New Orleans. Pour quelqu'un vivant dans le Missouri, c'était inattendu. Appelle-moi Candace. Rosanne acquiesça et poursuivit. Je suis venue pour le problème. Celui dont vous m'avez parlé. Candace hocha la tête. Le petit sourire au coin de ses lèvres disparut tandis qu'elle cessait de caresser son chat. Celui-ci s'étira, puis sauta de ses genoux pour atterrir sur ceux de Rosanne. Oui, ma chérie, je vais pas te mentir. Je t'ai appelé parce que j'ai un problème, que même les prêtres du coin ne peuvent pas gérer. Elle avait vraiment appelé l'église locale? J'en sais rien, mais la façon dont elle l'a dit, avec une telle assurance. Quand j'ai parlé pour la première fois à Théodore des choses du domaine, il y avait encore une petite touche de déni. Candace, elle, parlait comme je parle maintenant, ce qui voulait dire, elle savait très bien à quoi elle avait affaire. Ça a commencé il y a quelques semaines, quand les feuilles ont viré à l'orange et au rouge. Ma petite fille, Claire, adore jouer près de la rivière, avec ses jouets et son petit bateau. Candace rit un peu, mais son sourire s'effaça quand elle ajouta. Et c'est là qu'elle a commencé à ramener ces choses à la maison chaque soir. Des choses? Demanda Rosanne. L'homme revint alors avec une boîte en bois sombre, dotée d'un petit loquet. Rosanne la prit et la posa sur ses genoux. Le chat, vexé, sauta et se dirigea vers Isaac. Ce dernier eut un frisson en voyant cette créature sans poils affublée d'un pull tricoté. Rosanne ouvrit la boîte. Elle sortit un médaillon doré, enfin, doré à l'origine. De près, on distinguait la rouille et la corrosion. Il était devenu brun foncé, méconnaissable. À l'intérieur, d'autres objets, tous avec une charge émotionnelle. Des bracelets avec des prénoms, des colliers avec des inscriptions. La liste était longue. Elle disait qu'on lui offrait tout ça, comme des cadeaux, pour avoir joué avec la dame. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je pensais qu'un pervers la surveillait, alors j'ai envoyé Arnold jeter un œil. Dit Candace en désignant l'homme grand. Il toussota discrètement. Rosanne continuait de fouiller la boîte. Pendant 4 heures, rien. Claire jouait tranquillement, puis une main est sortie de l'eau pour lui tendre ce couteau. Rosanne le souleva, pas aussi rouillé que le reste. En y regardant bien, il ne l'était pas du tout. Finition argentée sur tout le manche, il ressemblait à un couteau à gâteau, jusqu'à ce qu'on voie sa lame, aiguisée, volontairement, à tel point que l'argent avait été raclé. Sur le côté gauche de la lame, on pouvait lire en cursive « À ma chère et tendre Candace ». Rosanne sembla sous le choc. Candace essuya des larmes tandis qu'Arnold poursuivait. On lui a interdit de retourner à la rivière. Les choses se sont calmées une semaine. Et puis, hier, je suis allée la réveiller pour l'école. Elle n'était plus là. La fenêtre était ouverte. Toute sa chambre, trempée. Rosanne reposa le couteau dans la boîte, referma le couvercle et l'attendit à Arnold. Elle se leva. Dites-moi que vous avez appelé la police. Ils ont ouvert un dossier pour disparition, ont fouillé les berges, mais rien. Rosanne hocha la tête. C'est à ce moment-là qu'Isaac et moi sommes sortis dans le couloir, pour leur laisser un peu d'intimité. Isaac tenait maintenant le chat dans ses bras. La créature frottait sa tête contre la barbe d'Isaac, l'air ravi.
Je passai ma main sur mon visage et m'assis contre une petite table le long du mur. Mais c'est quoi ce bordel? Le chat grimpa sur les épaules d'Isaac. Il fouilla dans sa poche et ressortit la bouteille de Jameson qu'il déboucha. « Ça doit être une sirène d'eau douce, » dit-il avec aplomb avant de boire une gorgée. Une. Je perdis le fil, secouant la tête. Une quoi? Il haussa les épaules, la bouteille dans une main, le chat accroché à l'autre. « Je sais pas, c'est la première idée qui m'est venue. Par contre, comment elle viendrait jusqu'à la terre ferme, j'en ai aucune idée. » Il reprit une gorgée et tendit la bouteille au chat qui commença à lécher au goulot. « Isaac, je doute fort que ce soit une sirène. » Il sourit, but encore et proposa de nouveau au chat. « Je sais pas... ça ou un requin avec des bras. Qu'en penses-tu, Maurice ?» C'est là que je remarquai que le chat portait un collier avec le nom Maurice gravé dessus. Sérieusement, Maison du Sud, accent de la Nouvelle-Orléans, et le chat sans poil s'appelle Maurice. Un sphinx ou un siamois? Peu importe. Rosanne revint alors dans le couloir, m'attrapa par le col, Isaac sur ses talons, Maurice et la bouteille toujours dans ses bras. Nous sommes sortis. Rosanne traça tout droit à travers les haies, sans un mot. Je la suivis, tentant de me frayer un chemin à travers les buissons épais qu'elle semblait traverser sans peine. Alors? Rien. Pas un mot. Rosanne. Elle resta silencieuse, marchant à travers l'herbe encore verte, dépassant des meubles de jardin blanc, un brasero, puis tout l'arrière de la maison en direction de la rivière. « Rosanne, t'as vérifié la chambre de la gamine ?» Mais elle s'arrêta net. Je faillis lui rentrer dedans alors qu'elle se retournait lentement vers moi et me fixa de ses yeux froids. « Mort. » Oui. Répondit-elle simplement, poursuivant sa marche déterminée vers la rivière. « Et alors ?» Rien. Répéta-t-elle, tout aussi sèche. « Comment ça, rien? Et l'eau alors ?» J'y suis entré avec son majordome géant, et rien n'allait de travers. Tout était sec, rien n'avait été forcé ni abîmé. Elle s'est volatilisée, et toute trace dans sa chambre a disparu. Elle termina sur un ton fatigué, puis s'arrêta à une vingtaine de mètres de la rive, près du pont. « Qu'est-ce que t'attendais ?» lança Isaac en nous rejoignant, toujours en train de faire boire Maurice, qui était toujours dans ses bras. Une sirène va pas laisser sa carte de visite après avoir enlevé une gamine. Ce n'est pas une... Je m'interrompis en remarquant quelque chose. Vous entendez ça? Demanda Rosanne. Nope, Dit Isaac, avant d'avaler sa 47e gorgée de l'heure. Voilà. Fit-elle en se tournant vers nous. Cette rivière est l'une des principales voies d'eau du secteur, et elle est immobile. Elle avait raison. Je regardais la surface. Rien. Pas une vague, pas une ride, pas même un pli dans le liquide. Rien. Bon. Rivière hantée. Affaire classée. On peut aller s'occuper des foutus esprits ghouls dans notre sous-sol maintenant? Proposa Isaac. Rosanne avait l'air à 2 doigts de lui servir, la soufflante ultime, mais je l'arrêtai. D'accord, c'est ton domaine. On fait quoi? La question la coupa net. Elle posa son sac au sol, s'agenouilla, fouilla dedans. Il va falloir aller dans l'eau. Ah. Éclata Isaac, laissant Maurice finir la bouteille. Ok, trempette dans la rivière des enlèvements. Sérieux, Dwight. T'engages vraiment le meilleur de l'humanité. S'il y a la moindre trace de la gamine ou de reste, ce sera dans l'eau. On pourra fouiller tant qu'on veut à terre. On n'aura rien. À moins que quelqu'un, à part moi, se décide à avoir des cojones et entre là-dedans. Elle avait raison. Je baissai la main et rentrai mes jeans dans mes bottes. Si je devais y aller, j'allais pas me faire bouffer le derrière par une murène de l'enfer. J'approchai la rive, scrutant l'eau d'une berge à l'autre. Elle restait morte. Le genre de calme que tu vois dans un verre d'eau posé dans une maison abandonnée. Le calme d'un étang où rien ne vit plus. Je fis un pas. L'eau se plissa autour de ma botte, créant la première ride. Quelque chose,
au creux de mon ventre, me dit que je venais peut-être d'énerver quelque chose. Mais ma main, qui alla chercher mon Glock dans ma veste, me rappela que j'en avais fini de m'inquiéter de savoir si un démon était vexé ou non. Donc, je cherche quoi exactement ? Dis-je en avançant, l'eau glacée me mordant les jambes. Je jetai un œil sous la surface. Je ne sais pas si c'était la turbidité naturelle, des sédiments, ou une pollution venue du moulin à sel, mais on n'y voyait presque rien. Et la profondeur ? À peine 60 cm. Quoi, 2 pieds ? Comment quelque chose aurait pu tenir là-dedans sans être vu pendant des semaines ? Commença Rosanne, feuilletant son carnet, la main au menton. Le pont. Je me retournai vers elle. Isaac aussi. Et je crois bien que Maurice a tourné la tête en même temps. Ou il imitait Isaac. Cet endroit traîne une sacrée dose de mauvais mojo, runes, histoire de sacrifice pendant sa construction. Ça doit servir de catalyseur. Et elle me dit ça maintenant. Après que je sois entré dans ce foutu bassin possédé. Alors, je commençai à progresser vers le pont, lentement, atrocement lentement. À chaque pas, je m'attendais à écraser un crâne, à sentir une main m'agripper la cheville, à me faire entraîner sous l'eau. Mais rien ne vint. J'atteignis la première arche, côté où nous nous trouvions. Mon routier borgne et notre sorcière marchaient en parallèle depuis la berge. Chaque pas était un sondage. Rosanne sortit son téléphone, activa la lampe et inspecta sous la voûte. Chaque bloc de pierre, usé, fissuré, couvert par le temps. « On peut le sentir », dit-elle, en revenant vers nous. « Dans l'air, l'aura de cet endroit. » Elle n'avait pas tort. Dès que je suis passé sous l'arche, l'air a changé. Quelque chose n'allait pas. Je n'ai jamais été religieux. Superstitieux peut-être maintenant. Mais ce ressenti-là, ça m'a frappé. Dans l'armée, j'ai senti des trucs bruts, acides, avant des sales engagements. Ça, c'était pareil. Sauf, pire. Cet endroit sentait le mal. Rosanne ouvrit son carnet et examina des symboles gravés dans la pierre. J'allumai la mini-lampe tactique fixée sous mon Glock et la pointai vers l'eau. Toujours trouble. À cause des sédiments que je remuais, de la pollution, impossible de voir mes propres pieds. Puis je marchais sur quelque chose. Ça n'a pas craqué, pas glissé, pas mordu. J'ai senti un angle qui pressait contre la semelle en caoutchouc de ma botte. Je prévins Rosanne et Isaac. Retirai ma veste et la lançai à Isaac. Puis je pris la brillante décision de plonger la main dans l'eau pour récupérer l'objet. Pas le choix le plus malin, non. Mais il fallait avancer pour Candace et sa petite fille disparues. Je tâtonnais. L'eau glaciale engourdissait ma main tandis que je fouillais la vase, cherchant quelque chose, n'importe quoi. Puis je le sentis. Une texture granuleuse, c'est un mot ça. Des lignes droites, des angles nets mais usés, un carré. Non, une boîte. Je la tirai hors de la rivière, la brandis en recevant des éclaboussures et braquai la lumière de mon Glock dessus. Une boîte travaillée, avec moulure haut et bas, 4 petits pieds et un loquet en laiton rouillé. À première vue, ça ressemblait à une boîte à musique. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Rosanne en éclairant l'objet d'une lumière bien plus puissante. Là, on distingua à travers le bois trempé des traces de peinture. Quand je dis peinture, c'est au sens large. Fallait presque coller l'œil dessus pour les voir. Rose, bleu ciel, violet. Je lançai la boîte sur la berge. Rosanne l'attrapa et l'ouvrit aussitôt. « C'est une boîte à musique », dit-elle, dans la petite figurine de ballerine. Bon, j'avais donc raison. Qu'est-ce que ce truc fou au fond d'une rivière ? Demanda Isaac. Il avait maintenant enveloppé Maurice dans ma veste. Entre le pull du chat et la doublure de ma parka, c'était lui la créature la mieux habillée du terrain. Je retournai vers l'eau, replongeai la main. Je sentis alors une surface lisse, comme un robinet neuf, puis une autre, tissu mouillé, puis un truc plein de picots, puis un autre, râpeux,
Rosanne, dis-je, en sortant prudemment une poignée de Dieu sait quoi, du fond. Elle braqua sa lampe sur ma main pendant que je remontais le tout. Même maintenant, ça me retourne. C'était un tas de jouets, des objets d'enfants. Je les jetais sur l'herbe juste à la sortie de l'arche. La surface lisse. Une vieille voiture de course rouillée, genre monoplace des années 20. Le tissu. Un chausson de danse. Le rond râpé. Une vieille balle de baseball. C'est quoi ce bordel? Souffla Isaac. Même Maurice regardait la pile. Rosanne s'approcha pour examiner de près. Je retournai fouiller. Je sentais qu'il y en avait plus, et, hélas, j'avais raison. D'autres jouets, dinosaures, blocs, épées, tous âges confondus, pour garçons, pour filles, sans distinction. J'en ai sorti peut-être une vingtaine avant d'arrêter. Rosanne s'assit dans l'herbe, les bras autour des genoux, secouant la tête. Ça vise les enfants. Isaac resta silencieux un long moment. Puis, il leva les yeux vers moi. Les fringues que t'as trouvées ce matin devant l'allée, c'était pas que des vêtements d'enfants aussi. Putain de ville. Puis, une vague de panique m'a frappé. L'eau s'est calmée, les remous se sont apaisés, les éclaboussures ont cessé, et tout est revenu à l'immobilité silencieuse et sinistre d'avant. Rien ne m'avait touché. En fait, avec le froid qui me glaçait les jambes, j'avais même du mal à sentir si je marchais sur du solide. Et puis, aussi clairement que si c'était midi en plein soleil, j'ai senti quelque chose agripper ma jambe gauche et me tirer vers le centre de la rivière. Hors de question. J'allais pas finir comme une putain de statistique. J'ai pointé mon Glock vers l'eau, à peine à 1 mètre de là où ça me tirait. J'ai appuyé sur la détente plus vite qu'un M16 en rafale. Les balles de 9 mm ont fusé les unes après les autres dans les eaux troubles, éclaboussant tout, jusqu'à me fouetter le visage, pendant que je reculais, luttant pour regagner la rive. À travers le bourdonnement dans mes oreilles, j'ai entendu Rosanne et Isaac crier, et ce qui m'avait attrapé a fini par me lâcher. J'ai ancré mes pieds dans le sol, et j'ai foncé hors de l'eau, trempé de la tête aux pieds par la flotte glaciale. J'ai éjecté le chargeur vide, en ai claqué un autre, puis me suis retourné. Avec les oreilles qui bourdonnaient, j'entendais à peine Rosanne qui courait vers moi, m'agrippait les épaules et me secouait. « Tu as vu quoi ?» cria-t-elle, brisant enfin le mur de mes tympans engourdis. Quelque chose a attrapé ma putain de jambe, dis-je en fourrant un doigt dans mon oreille, comme si j'allais déboucher un conduit auditif au passage. Rosanne se retourna vers la rivière. L'eau était aussi calme qu'un miroir. Isaac nous regardait, Maurice dans les bras. Rien. J'avais vidé un chargeur entier, 17 balles dans la flotte, avant de détaler comme un dingue, et maintenant, rien. Bon, dit Isaac, se tournant vers la rivière, puis vers nous. J'imagine que les baignades en tenue d'Adam au bord de l'eau s'est annulé. Je tirai la culasse de mon Glock pour m'assurer que les nouvelles balles étaient bien chambrées. C'était bon. Je m'approchais de la docteure en surnaturel, arme abaissée, regard balayant cette putain de rivière maudite. Donc, on peut confirmer que ce truc est possédé maintenant ? Dis-je. Rosanne restait muette, impassible. Ça a enlevé tellement de gens, et ce que tu as trouvé, c'était juste ce qu'il y avait sous le pont. Dit-elle, songeuse, la voix lointaine. Je scrutais encore l'eau, prêt et presque impatient, à ce que quelque chose ressorte pour que je puisse me venger. Bon, c'est ton terrain maintenant. On fait quoi ? Ma question sembla la réveiller. Elle bondit vers son sac, ouvrit la couverture usée de son carnet et tourna jusqu'à une page vers la fin. Je connais pas toute la nature du phénomène, et c'est trop dangereux d'y retourner. Mais j'ai une théorie. Elle sortit de la craie noire et un petit sac brun de son plus grand sac, puis se dirigea vers l'arche du pont. Isaac et moi la suivîmes, en gardant l'œil. Quand on arriva, Rosanne dessinait déjà quelque chose sur la paroi. Et je te jure, je serais incapable de te le décrire. Un grand cercle extérieur, entrelacé de lignes, de formes étranges. Un triangle, un hexagone tordu, des runes démoniaques façon écriture cursive.
On aurait dit le mur d'une cellule de schizo. Elle ouvrit ensuite le sac, prit une poignée de sel et l'enfonça dans les fissures du vieux pont, puis en versa au sol, avant de jeter un morceau dans l'eau. L'eau bouillonna, légèrement, et je jurerais même avoir entendu un sifflement. C'est un peu une hypothèse, mais je pense que ça pourrait marcher. Dit-elle en retournant à son sac pour ranger son matériel. Et donc, Dit Isaac en regardant le symbole. c'est quoi ton pochoir vaudou de posséder? C'est une rune d'exorcisme, gaélique. Enfin, c'est ce que mes sources pensent. Ça vient d'un vieux tombeau sur une île en mer du Nord. Ça pourrait aussi être scandinave. À la gueule du machin, ça aurait tout aussi bien pu être martien. C'est tout? Demandai-je. Rosanne remit son sac sur l'épaule. Elle hocha la tête, le regard tourné vers nous. Parfois, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut juste espérer que ça ait un effet. Si ce n'est pas pour Claire, alors pour celui ou celle que ça visera ensuite. Retournez à la voiture, je vais parler à Candace. Et sur ces mots, elle gravit la pente herbeuse vers la maison. Isaac et moi fîmes le chemin inverse, en silence, jusqu'au SUV. Un clic de clé, et le véhicule s'ouvrit. Je montais et lançais le chauffage à fond, priant pour que mes fringues trempées sèchent un peu. Isaac s'installa aussi. Maurice toujours enveloppé dans ma veste. « Attends une minute, c'est pas notre chat, ça. » Isaac, dis-je en allongeant volontairement son prénom. Il tourna la tête, l'air confus. « Va falloir que tu rendes son démon sans peau à la gentille dame. » Isaac souffla, ramenant Maurice contre lui. Primo, c'est pas un démon sans peau. C'est un ange siamois. Et 2 yeux. Allez, fais pas ton rabat-joie, Dwight, dit-il, en essayant de m'attendrir avec ses yeux de chiot. Enfin, œil. Maurice frotta son crâne sans poil contre la barbe d'Isaac. Je soupirai. Isaac. Voler des trucs à des gens chelous dans les bois du Sud, ça s'est jamais bien fini. Jamais. Dieu seul sait si elle n'a pas 17 autres routiers errants comme toi enfermés dans sa cave. Mais Isaac, ramène Maurice à la foutue maison. Et après un long grognement, suivi d'un fuying traînant, Isaac sortit du véhicule et remonta lentement vers le manoir. Je baissai mon siège, laissant les chauffages s'attaquer à mes manches trempées. J'essayais de mettre un peu de musique à la radio en tapant ces lignes, mais après 5 minutes, rien. Aucun signal. Ni sur 93,9, ni sur 101,1, ni même sur 34,7. Oui, apparemment ça existe. Pas même un grésillement. Juste le son du vent froid qui soufflait à travers les haut-parleurs. La radio fonctionnait par satellite, donc ce n'était pas une antenne cassée. Ce coin était littéralement coupé du reste du monde. J'ai mis ma session de blog hanté en pause en voyant Rosanne et Isaac revenir vers la voiture. Je rangeais mon téléphone. Ils montèrent à bord. Je suis sûre que tu le reverras, Isaac. Maurice avait vraiment l'air de t'apprécier. Dit Rosanne, tapotant affectueusement l'épaule de notre borgne préférée. ouais. Mais ça craint quand même. Dit Isaac, dépité, en me lançant ma veste en cuir. Je l'enfilai, espérant qu'elle m'aide à me réchauffer, avant de réaliser que mon mitraillage fluvial avait probablement traumatisé Maurice. Parce qu'elle sentait la pisse de chat. Putain. Je sortis de l'allée circulaire de la maison. Les grilles s'ouvrirent lentement à notre approche. On reprit les routes désertes de cette foutue ville. Rosanne se pencha et entra à une nouvelle destination. Une petite maison, près de l'est de la ville, juste à côté de la route principale. Eh bien, c'était divertissant. Dit Rosanne, étonnamment enjouée vu les événements du jour. Je haussai un sourcil en regardant par-dessus le siège. Tu prends tout ça plutôt bien. Rosanne rit. Oh, tu sais, au bout de quelques années dans ce boulot, on apprend à rire des choses, petit soldat. Elle secoua la tête en s'appuyant contre le dossier. Quelques années? Attends, soldat? Elle pointa Isaac, qui se grattait la barbe.
J'ai peut-être laissé échapper quelques trucs sur le chemin du retour. Désolé, Dwight. Rosanne se pencha en avant, me dévisageant alors que je conduisais. « Genre quoi ?» demandai-je. Isaac rit. « Oh, tu sais, les fantômes dans la cave. » Je rappelle qu'on n'a toujours pas confirmé que c'était un fantôme. « Cette nuit pendant l'orage, tes années dans l'armée. » Vous avez vu Tim ? Lança-t-elle tout excitée. Je détournai les yeux de la route, m'arrêtant à un stop. « Toi, tu as vu Tim ?» demandai-je. Et franchement, en y repensant, je suis même pas surpris. Rosanne posa son menton sur le siège alors que je repartais. Alors, dis-moi, c'est vrai qu'il y a des géants à Kandahar ? Je soupirai. Non, Rosanne insista. Et cette histoire comme quoi vous pourchassiez des Bigfoot dans les années 80 ? Je secouai la tête, incrédule. Mais j'ai genre 34 ans. Je suis censé avoir quel âge selon toi ? Rosanne haussa les épaules. Je dis juste que, pour un bourrin de l'armée, tu t'adaptes sacrément bien aux cryptides qui vivent dans ton jardin. Faut croire que oui. Bon, madame, à mon tour maintenant. Zrenia lança Isaac. C'est quoi le délire avec ces bois ? Rosanne s'adossa à son siège et haussa simplement les épaules. Par où commencer ? Des disparitions remontant jusqu'aux années 70, des gens retrouvés morts de façon impensable, des histoires de change-forme, d'attaques de campement. Vous avez vu les escaliers ? Je haussai un sourcil. Ouais, dit Isaac en hochant la tête. Je le regardai, puis tournai les yeux vers elle. Des escaliers ? Rosanne frissonna. Juste, n'approche pas. Mais bref, pour en revenir à ce qu'on disait, ces bois sont foutrement bousillés. Et les trucs que tu sembles affronter, eh bien, appelle-moi Capitaine Évidence, si tu veux, mais c'est organisé. Ton patron a dû vraiment énerver quelque chose. Si seulement Théodore répondait à un seul de ces foutus appels, ou même aux messages sur sa messagerie. Le GPS émit un ding quand on arriva à notre prochain arrêt. La rue était bien entretenue, bordée de maisons modernes en briques rouges et béton. En me garant devant l'une d'elles, je vis une télé allumée à travers la fenêtre, et les lumières intérieures éclairèrent la façade. Alors, « Qu'est-ce qu'on fout ici ?» demandai-je, en vérifiant mon arme avant de descendre. « On va voir ?» dit-elle, énigmatique. C'est à ce moment-là que l'écran de la voiture s'alluma, et qu'un nom apparut, qu'on attendait depuis un sacré moment. Appel entrant, Théodore Casamotte. « Eh ben, putain de merde !» fit Isaac en tapant sur le tableau de bord. « C'est pas trop tôt. » Je jetai un coup d'œil à Rosanne. « Toi et Isaac, allez-y pour cette maison. Moi, j'ai 2-3 choses à régler avec mon patron. » Ils sortirent du véhicule et se dirigèrent vers l'entrée. J'appuyai sur « Accepter ». « Allô ?» La voix pompeuse de mon boss, Théodore J. Casamoth, entrepreneur, actionnaire dans plusieurs boîtes et officiellement le pire investisseur immobilier de ce côté du globe, résonna dans les haut-parleurs. « Dwight, tu m'entends ?» Théodore, tu te décides enfin à appeler. C'était un millionnaire, mon patron. Mais après ces derniers mois, je ne pouvais plus contenir la colère qui bouillonnait en moi. « Oh, Dwight, surveille ton langage, jeune homme. C'est totalement inapproprié, je t'assure. » Inapproprié ? Tu te fous de moi ? Cet homme, soit il était dans le déni, soit complètement taré, soit le plus gros menteur que j'avais jamais rencontré. Et j'ai parlé à pas mal de lieutenants, crois-moi. En y repensant, il était probablement les trois à la fois. Maintenant, Dwight, j'ai tout de même pris la liberté inhabituelle de te prêter plusieurs milliers de dollars de ma poche. Un peu de gratitude serait de mise, surtout vu ton incapacité à faire quoi que ce soit avec le matériel que je t'ai fourni. Arrogance pure, dégoulinante dans sa voix. T'as posé un domaine privé dans une forêt plus hantée que le champ de bataille de la Somme, et tu t'attendais à ce que je repousse les démons avec un fusil à verrou et de la pensée positive ? Eh bien, venant d'un ancien sergent-chef tout feu, tout flamme, reconverti en chasseur de monstres, qui embarque mon fils dans ses petites aventures personnelles. Je haussai un sourcil. Comment tu sais ça ?
Théodore éclata de rire au téléphone. Tu crois pouvoir publier tout ça sur Internet sans que les forums internes de mes sociétés explosent de notifications à propos de ta petite série de vidéos? Merde. Ouais, je suppose que c'était prévisible. Il continua. En plus de la mauvaise réputation et des efforts que je dois faire pour calmer les investisseurs, toi, mon cher ami, tu deviens une épine dans mon pied. Et je n'aime pas les épines, Dwight. Tu croyais que j'allais rester là, bras croisés, en attendant que l'ennemi défonce les portes et nous tue tous, y compris ton putain de fils que t'as laissé ici. Un silence tendu s'installa. Je continuai. Me fais pas croire que tu sais pas ce qui se passe, Théo. Je sais que tu sais. Mais n'essaie même pas de jouer les pères moraux quand t'as abandonné ton gamin. Et là, Théodore rit. Mais genre, vraiment. Le genre de rire qui fout des frissons dans le dos. Grave, sinistre. Dwight, t'aurais vraiment dû fermer ta grande gueule et faire ton putain de boulot. Ouais, parfois ça fait peur. Ouais, parfois ça devient un peu grenouillant, comme diraient vos abrutis de Troufion. Mais c'est pour ça que des types comme toi sont payés. Et toi, t'as voulu jouer les héros, faire ce que tu pensais être juste, et foutre ton nez dans des affaires qui te regardèrent pas. Je roulais des yeux. C'est devenu mon affaire dès que tu m'as traîné ici. Il retrouva son sérieux après son rire. Eh bien, tu n'auras plus à t'en inquiéter très longtemps. Dwight, je reviens dans les semaines à venir. Et j'amène du renfort. Donc, à moins que tu veuilles finir sur le tableau des disparus dans le bar au coin de la rue, retourne illico au manoir, charge ton AR-15 Custom et ne bouge plus. S'il avait été en face de moi, je te jure qu'on se serait regardé comme deux bêtes prêtes à s'entretuer. Un silence pesant s'installa. Puis il se racla la gorge. Et soudain, son ton diabolique disparut. Laissa place au vieux Théodore, celui naïf et un peu ridicule dont je me souvenais. Fais en sorte que John ne s'absente pas trop longtemps, Dwight. J'aimerais pas devoir envoyer une équipe de recherche cet hiver. Seigneur, celles du coin font jamais le boulot correctement. Mauvaise blague, pardon. Porte-toi bien, Dwight. Puis l'interface de l'appel disparut. Je restai un moment, assis dans le siège conducteur. Renfort. Quoi? Il croit sérieusement qu'un groupe de gorilles armés suffira à écraser ce qu'il se passe ici. Peut-être qu'il réussira à me tuer, à me balancer dans un fossé au milieu des pins. Mais tous les autres qu'il engagera. Trop cons, trop naïfs, ou trop peu préparés pour survivre aux tirs qu'ils viennent de déclencher contre le domaine. J'ouvris mon téléphone à nouveau pour vous mettre à jour. Je sais pas ce que foutent Isaac et Rosanne, mais on dirait qu'ils s'amusent. Isaac gueule un truc, mais le chauffage de la bagnole étouffe tout. Attends, c'était un feu d'artifice là. Rosanne vient de m'envoyer un texto. Ils ont presque terminé. Isaac essaye apparemment de faire durer la conversation avec Daisy, la proprio, qui, apparemment, est une alcoolique notoire. Génial. Comme si on n'avait pas des priorités plus urgentes. Attends. John m'appelle. Changement de programme. Faut que j'y aille maintenant. Je viens de hurler à Rosanne et Isaac de se ramener Fissa à la bagnole. John m'a appelé, et à en juger par les bruits de malades derrière lui, il m'a supplié, non, il a hurlé, que je fonce chez son ami. Quelque chose est en train de les attaquer, et il ne sait pas quoi. Adrénaline. C'est le carburant que ton sang et ton système nerveux reçoivent quand ton corps comprend. C'est maintenant ou jamais. C'est fou ce que quelques substances chimiques, bien injectées dans une partie précise du cerveau, peuvent provoquer. J'ai ressenti cette montée d'adrénaline un nombre incalculable de fois dans ma vie. Et pour être honnête, je croyais que mon corps y était devenu insensible. Que mes veines, usées à force, n'étaient de plus capables de répondre à ce coup de poing brutal. Visiblement, je m'étais trompé. Quand John a hurlé dans ce téléphone, quelque chose s'est activé en moi. Une partie que je croyais morte depuis des années. Une partie qui ne réagit pas pour la survie, ni pour l'argent. Comme je le disais, j'ai hurlé dans le téléphone à Isaac et Rosanne. Et vu comment ils ont réagi, je crois que je leur ai foutu la trouille. Ils ont déboulé de la maison au pas de course.
Ils étaient à peine installés dans la voiture que j'enfonçais déjà la pédale d'accélérateur, propulsant ce SUV de près de 2 tonnes et demi blindé jusqu'aux dents à plus de 130 km/h en quelques secondes. J'ai arrêté de m'embarrasser des feux rouges ou des stops. De toute façon, il n'y avait pas besoin de craindre les flics ou d'autres bagnoles. Il n'y avait personne dans cette putain de ville. On a décollé sur une bosse un peu haute à un croisement. Avec le recul, ça devait être un dos d'âne. Et quand on a atterri, ça a secoué. Je me rappelle avoir enfin entendu la voix de Rosanne, tandis qu'on grillait un panneau stop à toute allure. Tu veux bien nous expliquer ce qu'il se passe, putain? Nolan? Allô? Je regardais le GPS et je réalisais qu'on avait déjà fait un bon kilomètre avant que je pense à les briefer. Merci l'instinct de survie. John a appelé. C'est tout ce que j'ai réussi à dire, tout en braquant violemment à gauche, roulant carrément sur le trottoir pour tourner à droite dans une autre rue. Isaac s'est accroché à la poignée au-dessus de lui, la fameuse poignée de merde. Quoi? Qu'est-ce qui se passe avec le gamin? Et là, j'ai gagné un peu de respect pour Isaac. Dès que j'ai mentionné John, il s'est redressé tout de suite. Ce type a peut-être un grain, mais son cœur est au bon endroit. Le gosse hurlait. Il y a quelque chose qui attaque la maison d'un de ses potes. Isaac a écarquillé son unique œil, s'est redressé et a plongé dans la boîte à gants pour attraper son revolver à 5 coups. Rosanne a passé sa tête entre les sièges. Attends, quel gosse? Je roulais maintenant à toute allure sur l'avenue principale, la même qu'Isaac et moi avions empruntée en arrivant. On est passé devant le bar, la boutique d'armes tenue par les 2 Européens, le moulin à sel, et même en roulant à 130, pas un seul flic en vue. Le fils de Casamotte, dis-je enfin à Rosanne. Puis je freine brutalement et glisse sur la chaussée pour tourner à droite. Les pneus crissaient, tandis qu'Isaac rechargeait son arme, fourrant des munitions dans ses poches. Attends, la maison est où? Dit Rosanne, et je me souviens que sa phrase est morte dans sa gorge quand elle a vu le GPS. À la limite nord-ouest de la ville. Rosanne a blêmi. Près de la forêt? J'ai hoché la tête. Oh merde. Avant que je puisse répondre à cette remarque inquiétante, j'ai pilé net. Dernier virage avant l'arrivée. J'accélérai à nouveau quand j'ai plongé la main dans ma veste, attrapant mon Glock et le posant sur ma cuisse. Isaac a claqué le barillet de son revolver, le faisant tourner. « C'est quoi le plan, sergent ?» Je passais en revue les scénarios possibles. Tout se mettait en place dans ma tête comme une équation. Petite maison, 30 mètres de long, 15 de large, entrée par un escalier à droite. Occupant, 2 ados, un adulte, et des lumières rouges et bleues m'ont fait freiner brutalement. Les pneus ont hurlé. Putain, ai-je pensé, les flics sont enfin là. Je m'apprêtais à improviser un résumé pour les autorités, quand j'ai réalisé que les gyrophares ne venaient pas de mes rétros, mais de mon pare-brise. Devant nous. Isaac a essuyé la buée sur la vitre côté passager et plissé l'œil. J'ai activé les essuie-glaces, et à travers la brume glacée, j'ai aperçu une voiture de patrouille, gyrophares allumés, garée en travers de la route, le pare-choc arrière face à nous. J'ai jeté un œil au GPS, destination à 55 mètres. On y était. J'ai hoché la tête vers Isaac tout en armant mon Glock. Rosanne, penchée entre les 2 sièges, ne montrait aucun signe de peur. Tant mieux. En nous approchant de la maison, j'ai essayé de rappeler John via l'écran tactile du tableau de bord. Le ronron du moteur et la tonalité d'appel étaient les seuls sons dans l'air, alors qu'on avançait centimètre par centimètre. La portière côté conducteur de la voiture de flic était grande ouverte, une des vitres abaissée. Depuis ma place, je pouvais voir la radio portative suspendue au-dessus du siège. J'ai entrouvert ma portière, imité par Isaac, le canon de mon arme ouvrant la voie. Il faisait nuit, une nuit noire. À travers la brume, la maison n'était qu'à 20 mètres. La porte d'entrée, arrachée. Les rambardes de l'escalier éclatées, une d'elles empalée dans la pelouse. Je suis revenu dans le siège conducteur et ai regardé l'écran. Appel échoué. John Casamotte, Johnny. J'ai juré entre mes dents. Isaac s'est accroupi derrière la portière, visé en direction de la maison.
Rosanne s'est penchée. Alors Dwight, maintenant, les rôles sont inversés. C'est ton terrain. Qu'est-ce qu'on fait? Mon regard a glissé vers la voiture de police. Mes phares éclairaient un chargeur vide et des douilles au sol. Mon terrain. Ça résonnait. Une entrée forcée, des civils en danger, et on ne savait même pas combien d'ennemis étaient là-dedans. Et les flics, ils sont venus, et ils ont échoué. Putain, que faire? L'heure tournait. Les paroles de Théodore résonnaient dans ma tête. Cette chose, elle avait détruit la maison, anéanti des agents armés. Mes nerfs se battaient en moi, jusqu'à ce que mon instinct prenne le dessus. Je repensais aux cris désespérés de John. À l'aide, je pressais le bouton d'ouverture du coffre. Isaac, à l'arrière. Il rit sous cape et me devança, levant le lourd haillon et tirant une des 2 caisses noires. Des tough box renforcées, conçues pour stocker du matériel lourd. Mais nous, on y rangeait ce qu'on avait de mieux. Isaac ouvrit la sienne avec excitation et en sortit un véritable monstre, un fusil à pompe. Dans l'obscurité, je distinguais juste l'inscription « Benelli M4 » gravée sous la fenêtre d'éjection, le fusil ultime, et apparemment l'arme préférée de Merkel. J'ouvris l'une des caisses et en sortis 2 gilets tactiques. C'étaient des porte-plaques simples, équipés de pochettes pour chargeurs, de compartiments divers et de 2 systèmes radio intégrés. Certes, peu importait ce qui avait attaqué la maison, ça aurait pu réduire ses protections en miettes. Mais c'était mieux que rien. Rosanne me rejoignit discrètement par la gauche, se servant du véhicule comme couverture, pendant que je garnissais mon gilet de chargeur rempli. J'ai jeté un œil à la maison. L'entrée est complètement foutue. Sans blague. Ces mots résonnaient dans le lointain, tandis que je prenais mon fusil. J'y insérais un chargeur plein et enfonçais la détente du verrou, ce qui produisit ce clink si satisfaisant. Je le passais par-dessus mon épaule et depuis le coffre, observais la maison à travers les vitres. « Aucun signe de John ?» demandai-je en vérifiant le viseur holographique de mon AR-15, puis la lampe tactique latérale, avant de ramener l'arme contre moi. Je sais pas, mais... Un fracas au fond de la maison nous mit aussitôt en alerte. Isaac leva son gros tueur de monstres vers l'origine du bruit. « Y a clairement encore quelque chose là-dedans ?» murmura Rosanne. « T'as ta chance, Rose. Tu peux rentrer chez toi. Personne te jugera. » Je fis le tour du SUV jusqu'à ma portière, mon fusil pointé sur la maison. Rosanne me suivit de près, et dans le rétroviseur, je la vis secouer la tête. « Non. S'il y a un gamin là-dedans, je reste. J'ai déjà dû dire à trop de parents qu'ils ne reverraient jamais leur enfant. Plus jamais. » Ces mots m'arrachèrent un petit rire. Bordel, ouais. Je m'éloignai de la portière, ma main bien agrippée à la poignée verticale de l'arme, et me dirigeai vers la voiture de patrouille, les yeux rivés sur les points d'entrée de la maison. Je mis un genou à terre, prenant appui derrière le coffre du véhicule. Isaac progressait en longeant les voitures garées, jusqu'à se mettre à couvert derrière un van près de la voiture de police. Pour un routier qui disait avoir appris le combat tactique grâce aux films de guerre, il s'en sortait pas mal. Je lâchai la poignée avant de mon arme et m'accroupis pour fouiller l'intérieur de la voiture de flic. C'était un bordel sans nom. Des douilles jonchaient les sièges avant. Le système radio avait été à moitié arraché de son support. Et le pare-brise, à peine quelques fissures en toile d'araignée, mais 2 larges entailles y étaient taillées nettes. Le plus étrange, aucune micro-fissure autour, comme si un couteau chauffé à blanc l'avait traversé comme du beurre. Rosanne s'arrêta un moment, probablement pour mémoriser l'état des lieux, sans sortir son carnet cette fois. Moi, je longeais le côté gauche du moteur jusqu'à obtenir une meilleure vue d'ensemble de la maison. De ce que je pouvais voir, la porte ne tenait plus que par une charnière, et c'était une porte solide, métallique, grisâtre de l'intérieur. Des lumières vacillaient à l'intérieur, et je distinguais l'extrémité d'un canapé retourné, penché en diagonale contre un mur. Et pourtant, même après quelques secondes d'attente, plus aucun bruit ne sortait de là. Tant pis, la nuit ne rajeunit pas. J'avançais vers la maison,
en envoyant bouler toutes les règles classiques de couverture et de discrétion. Avec les saloperies que j'avais vues dans les bois, ce qui nous attendait ici pouvait sûrement voir dans le noir, détecter notre chaleur corporelle, et planifier probablement déjà comment me croquer le mollet droit. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai failli me le tordre en trébuchant. Ce qui était étrange, parce qu'en baissant les yeux, j'ai vu une entaille fraîche dans la terre, creusée de toute la pelouse jusqu'à la maison. Et là ça a fait tilt. Les bois étaient à l'arrière. Pourquoi un assaillant passerait-il par le devant? J'ai balayé les environs du regard. Le pare-choc avant de la voiture de police était enfoncé, le sol retourné. Mes yeux ont suivi la trace. Elle venait de l'autre côté de la route. Pas juste cette rue. Ça venait de cette putain de maison du voisin. Mon œil tressaillit. Une rage aveuglante me submergea alors que les pièces du puzzle s'assemblaient. Ce n'était pas les bois cette fois. Pas un démon sorti des arbres. C'était ce fumier, ce monstre déguisé en homme. Et on l'avait laissé faire. Je sortis de mes pensées furieuses et rejoignis Isaac. Il s'était mis à couvert derrière une grande table basse, juste à droite des marches d'entrée. En y regardant de plus près, la table avait été jetée depuis l'intérieur par une des fenêtres brisées. Ceux qui avaient pris cette maison d'assaut l'avaient fait avec une sacrée violence. « C'est un putain de carnage, Dwight », dit-il, son fusil levé juste au-dessus du rebord. « C'était le voisin, murmurai-je. »« Quoi ?» ?»« La trace vient de chez lui. » Isaac jura à voix basse. « Ce fils de... On va lui tirer dessus, hein ?» Je visais un point stable à droite de la porte d'entrée. « On va faire bien plus que ça. » Je me souviens avoir pensé à un mélange de kérosène et de sel. Isaac et moi fonçâmes vers la porte d'entrée, nous plaquant à droite. Rosanne avança derrière nous et se planqua derrière la table. Mes vieux réflexes de soldat revinrent. Je tirai Isaac par la poignée de son gilet pour le mettre en tête. Si on entrait, et on allait entrer, c'était le fusil à pompe qui ouvrait la voie. Je posai une main sur son épaule. Le tapis sur le parquet était éventré. Des morceaux éparpillés partout. Un fauteuil était renversé. Le ventilateur au plafond tournait mollement. Une pale en moins, à moitié arrachée. Je serrai son épaule et on fonça. Isaac entra le premier, s'arrêtant presque sur le pas de la porte si je ne l'avais pas bousculé en le suivant. Il pointa son fusil à hauteur de torse. À cette distance, pas besoin d'être précis. Je nettoyai les angles, manquant de trébucher sur une télé éventrée. Il avait raison. C'était un putain de chaos. La pièce principale s'étendait sur 6 mètres, avec des pièces sur les côtés et un passage vers ce qui ressemblait à une cuisine. Comment je le savais? Le frigo était renversé, bloquant à moitié le couloir. Le silence régnait, ponctué seulement par les grésillements de la lampe du plafond. Un léger craquement de verre derrière nous me fit me retourner. Je baissai aussitôt mon arme. Rosanne entrait doucement dans la pièce. « Mon Dieu !» dit-elle en observant autour. « T'as déjà vu ça de près ?» demandai-je, tandis qu'Isaac fouillait chaque pièce, hurlant « Wacha !» en ouvrant des placards. « Non !» murmura Rosanne, agenouillée, ramassant un cadre photo. « J'ai jamais vu ça en direct. Pas pendant que ça se passait. » Si ça se passait encore. Pour John, j'espérais qu'il soit encore là. Je lançai un regard vers le plafond, priant ce qu'il restait d'une quelconque divinité. Je marchais plus vite, shootant dans une chaise cassée contre le mur, oubliant toute prudence. « John !» criai-je. Isaac sortit d'une pièce, levant son fusil à une main, secouant la tête. « John, t'es là ?» lançai-je en fonçant dans le couloir. Une couronne d'Halloween pendait encore miraculeusement au mur. Des dessins d'enfants et des photos de famille gisaient au sol. Je marchais sur du verre, puis reculais. C'était une photo du père de l'ami de John, à genoux près de sa fille, un bras autour d'elle, souriant. Enfoiré, Isaac surgit de la pièce, fouillant la suivante. Rien. L'entendis-je crier. Un nœud grandissait dans mon estomac. Un fracas de planches de bois me fit lever instinctivement mon arme vers l'entrée de la cuisine. De nouveaux bruits de casse suivirent, ainsi que le tintement métallique d'une poubelle renversée. Quelque chose était là.
Et si ce n'était pas John, que Dieu ait pitié de ce qu'il reste. On pénétra dans la cuisine. Personne en vue, mais Rosanne fit une observation intéressante, avec le recul. Aucun des tiroirs ou placards endommagés n'avait été ouvert. Ils avaient tous été écrasés ou bosselés, comme si quelque chose avait été projeté contre. Selon elle, ce qui était entré là avait livré un sacré combat contre ce qui rôdait dans la maison. Derrière moi, Isaac défonça une porte de côté. C'était le garde-manger. Il recula aussitôt alors que des boîtes de conserve et des paquets s'écroulèrent sur lui. Merde. Dommage qu'on soit pas des pilleurs. On ferait fortune. Je me tournai vers Isaac. « Tu vois un deuxième étage ici ?» Il secoua la tête. Non, pas de sous-sol non plus. C'est chelou. Parce que, bordel, ils sont où si c'est pas ici? Un nouveau fracas métallique retentit, cette fois depuis les fenêtres qui donnaient sur l'arrière de la maison. Le jardin, collé à ces putains de bois maudits. Isaac baissa son arme. Ça doit être ça. Je pris la tête. Isaac couvrait nos arrières. On descendit un petit escalier sur la droite. Une autre lourde porte métallique, cette fois arrachée de ses gonds, racontait le reste de l'histoire. Le combat s'était déplacé dans le jardin. La porte moustiquaire était couchée face contre le sol en béton. Je m'accroupis sur les marches. Ce qu'on cherchait était à quelques pas devant nous. Faut les buter, Dwight. Ma manche frotta contre le mur alors que je tournais brutalement au coin, lampe tactique allumée, balayant les alentours. Isaac sortit de l'autre côté, couvrant le flanc droit. Nos armes levées, on cherchait n'importe quoi. Alors, Cria Isaac. on est là, les bois. Ramenez vos sales gueules. Rien. Je restais là, prêt à tirer, et rien ne se passa. On avait foncé tête baissée dans la gueule du monstre, et rien ne suivit. Et je me souviens, même les grillons chantaient. C'était parti. Non. Je secouai la tête, abasourdi, et baissai mon arme, uniquement pour contenir la rage qui montait. Je regardais autour. Un grand morceau de clôture arrière manquait. Pas de John, pas de croque-mitaine, pas une putain de trace. « Putain !» je hurlai, frappant une chaise métallique d'un coup de pied si violent qu'elle vola et retomba dans l'herbe. Rosanne s'approcha prudemment, sa lampe balayant la pelouse autour de nous, se plaçant à côté d'Isaac et moi. « Ça peut pas être fini comme ça, mec. Dwight, regarde. Faut qu'il y ait quelque chose. » Isaac courut vers la clôture, bandoulière du fusil sur l'épaule, scrutant tout indice. J'entendis Rosanne demander « Qu'est-ce qu'il y a ?» Mais je ne répondis pas. Mes mains se plaquèrent sur mon visage, je m'arrachais presque la peau. On avait une chance. Une putain de chance. Si j'avais été plus malin, plus rapide, si j'avais foncé dans la maison au lieu d'être méthodique, si j'avais pas été aussi con que de laisser ce gosse ici en premier lieu. « Dwight !» Rosanne me secoua l'épaule. Mes yeux la transpercèrent, mais elle ne me regardait même pas. Elle pointait la clôture sur la gauche. Mes yeux glissèrent sur un renfoncement dans le bois et une silhouette, effondrée dans un potager. En marchant d'un pas furieux, le genre de démarche à faire peur même à un mari violent, je l'observais. Je dis ça parce que ce n'était plus tout à fait une personne. Une chemise à carreaux en lambeaux collait à son torse, trempé de sang. Un vieux short kaki réduit en morceaux pendait encore un peu. Son corps était lacéré, couvert de coupures, de griffures, de blessures. Je le retournai d'un coup de botte. Il laissa échapper un râle guttural, inhumain. Rosanne pointa sa lampe sur lui. Le voisin, ou ce qu'il en restait. Ses lèvres étaient fendues, déchirées. Une large entaille lui barrait le cou. Il n'avait plus de cheveux. Ses yeux, l'un avait encore une teinte bleue humaine, mais la pupille était horriblement dilatée. L'autre, il n'avait plus de couleur du tout, pas d'iris, juste une petite pupille minuscule, comme les yeux qu'on dessinait aux bonshommes bâtons. « Il est où, le gamin ?» hurlai-je. Mais la chose resta silencieuse, ignorante. Elle protégeait son bras gauche, complètement mutilé, déformé.
Je pris mon pied et l'écrasai dessus. Non, je l'écrasai violemment, arrachant un gémissement à cette chose. Je pointai mon arme sur elle, le point rouge de mon viseur entre ses deux yeux difformes, et elle me fixa avec une haine incandescente. « Qu'est-ce que t'as fait ?» Encore une fois, aucune réponse. Juste un point faiblard abattu contre ma botte. Rosanne s'approcha, concentrant sa lumière sur lui. « C'est pas vrai, » murmura-t-elle en regardant ses yeux et son bras. « C'est un... » Sorcière! Sa voix était déformée. Une voix principale, trop grave pour être humaine, accompagnée de plusieurs autres, plus aiguës, plus lentes, toutes répétant ces mots, légèrement décalés. Elle tendit son bras valide vers Rosanne, qui recula derrière moi. Je pris mon pied d'acier et lui défonçai la mâchoire. Un craque satisfaisant fut suivi d'un hurlement. La créature porta ses mains à son visage. Isaac arriva. Et j'ai trouvé... Oh bordel de merde. Je tournai la tête. Il tenait quelque chose. Mais avant que je puisse demander quoi, la chose me sauta aux jambes, essayant de me choper. Un coup de crosse l'arrêta net. « Il est où le gamin ?» La rage m'envahit. Je le frappais encore et encore, répétant « Il est tout John! Il est tout John! Il est tout John !» Quelque chose me retint. Je me retournai. Rosanne. « Dwight, s'il te plaît, laisse-moi essayer. » Je plongeai mon regard dans le sien, violette, sombre. Elle détourna les yeux, fouilla dans son sac. Je vis le torse de la chose, là où j'avais frappé. Il était noir-bleu, rouge, gonflé. Je sentais la chaleur sortir de ma peau. Je suais à grosses gouttes après cette séance de bottage de gueule. On dit que la rage te laisse vider, lessivé, avec un mal de crâne en prime. Honnêtement, j'ai jamais ressenti ça. Ça faisait du bien. Rosanne sortit son carnet. Une couverture verte pâle, ornée de runes à l'encre noire. Elle s'agenouilla, se cacha partiellement derrière ma jambe gauche et commença à lui parler. D'abord à voix basse, pour attirer son attention malgré la douleur. Lentement, les yeux difformes se fixèrent sur elle, et il répondit. Le langage était tordu, comme du cochon latin mélangé à des mots lus à l'envers. Isaac et moi observions, doigts sur les gâchettes de notre patriotisme armé. La créature parlait, désormais calme, posée. Rosanne soupira, secoua la tête, attirant mon attention quand elle souffla. « Merde. » Sans quitter la chose des yeux, je posai la question d'1 million de dollars. « Quoi ?» Il dit... Elle s'interrompit, s'assit, croisa les jambes et soupira de plus belle. « C'est pas lui qui a attaqué la maison. » Isaac secoua la tête, abasourdi. « Ah ouais. Bien sûr. Je te crois. Pas vrai, Dwight ?» Je répondis pas, parce que moi non plus, je croyais pas. Il observait la maison, les habitants, pour sa prochaine visite, mais quelqu'un l'a devancé. Quelque chose est venu des bois, dit-il, a attaqué la maison. Il a tenté de profiter du chaos, mais il a échoué. Je vis que la chose me regardait maintenant. Mâchoire tuméfiée, torse broyé. Elle me fixait avec haine. Les bois. Ces putains de bois. Demande-lui ce qui a pris les gamins, dis-je à Rosanne. Elle hésita, tourna le regard vers la créature. Rosanne! Elle sursauta, secoua la tête pour se ressaisir, et dans ce langage inversé, elle posa la question. Et la chose éclata de rire. Un rire profond, guttural. Puis elle prononça une courte phrase. Elle resta silencieuse un instant, sans rien dire. Alors ? Les bois les ont pris ? Je soupirai, ce qui arracha un rire à la créature, se délectant de ma frustration. C'est alors, à la lumière de Rosanne, que je remarquai les jambes de la chose. L'une d'elles, sa cuisse droite, était transpercée de branches et de lianes épaisses qui s'enfonçaient profondément dans la terre fraîchement retournée, la clouant au sol. Ça peut pas être tout. On peut aller dans les bois. Peut-être qu'il n'est pas allé trop loin. Rosanne secoua la tête et attrapa le côté de mon gilet pare-balles pour s'aider à se relever. Si tu fonces dans ces bois à cette heure-là, t'es foutu.
Ils continuèrent à se disputer, Isaac laissant éclater sa frustration au sujet de John, tandis que Rosanne tentait de le raisonner. Moi, je restais silencieux, les yeux rivés sur la chose à mes pieds. « Contre quoi il s'est battu ?» demandai-je, attirant l'attention de Rosanne. Quoi? Je la regardais. Les dégâts qu'on a vus à l'intérieur, c'était une bagarre. Demande-lui contre quoi il s'est battu exactement. Rosanne hésita, puis consulta son carnet et lui posa la question. La chose cracha par terre, marmonnant quelques mots en réponse. Il dit « le lichen ou la terreur ?» Je restais figé. « Quoi ?» dis-je confus. Isaac se pencha autour de moi. « La terreur ?» « La terreur !» répéta Rosanne. « Venue du ver. » La chose cracha à nouveau, plus violemment cette fois, et je baissai les yeux. À la lumière, je vis qu'elle avait craché. Une tige de rose, épineuse. « Écoute !» Rosanne posa sa main sur l'avant de mon gilet pare-balles, me poussant légèrement à l'écart de la chose. Je peux lui poser autant de questions brisées que possible, mais elle ne me donne que ce qu'elle veut. John est... Elle s'arrêta. Je vis qu'elle pesait ses mots avec soin, surtout en présence d'Isaac et de moi. C'est trop tôt après l'enlèvement. C'était une attaque ciblée contre lui, alors je dis qu'on retourne à ton manoir et qu'on commence à creuser là-bas. Quoi? Isaac hurla, sa voix résonnant contre la maison, les clôtures, les arbres. CEGOSSEESTLADEDANS dans ces putains de bois. Et tu veux qu'on l'abandonne? Non, on doit y aller, on doit le récupérer. Rosanne serra les poings et grogna. Elle et Isaac crachèrent leur colère l'un sur l'autre, mais pour moi, c'était juste du bruit de fond. J'étais focalisé sur la chose, toujours ligoté par les lianes, qui maintenant les arrachaient de sa jambe pour se libérer. « Tu as dit que c'est pas humain !» dis-je à Rosanne, la sortant de son affrontement verbal. Elle eut une expression surprise. Elle ne s'attendait pas à la question. « Non, je... » Tu as dit aussi qu'il visait John, non ? La coupai-je. Rosanne resta muette, les yeux écarquillés. « Dwight. » Je répondis par le grincement de mes dents, fixant la chose qui se libérait peu à peu. « Dwight. » dit-elle mal à l'aise. Rosanne, réponds à la question, dis-je entre mes dents serrées. Elle hésita, ses yeux glissant vers mes mains, sans doute remarquant la façon dont je serrais mon arme, au point de blanchir mes jointures. « Oui, mais pourquoi ?» Elle avait fait son choix, et moi aussi, à ce moment précis. Rosanne se tenait devant moi, avançant. Je la poussai sur le côté, ma main gauche revenant saisir mon fusil. Je visais la créature. 12 coups, un après l'autre. Je n'avais pas enclenché le mode automatique. Ce serait trop rapide. J'attendais ce moment depuis longtemps. Peut-être que ce n'était pas elle qui avait enlevé John, mais elle l'avait ciblé. Elle nous avait vus, Isaac et moi. Et si tout ça te semble être une justification, toi qui suis mes aventures sur mon blog, eh bien, c'en est une. Parce qu'au moment où j'ai tiré 12 fois, ma décision était prise. Ma boussole morale était fixée. Je cessais mon tir, fusil encore braqué, œil rivé sur le viseur holographique. C'était étrange. Sur sa peau d'un blanc presque porcelaine, je pouvais voir mes impacts. Pourquoi pouvais-je les voir? Parce que son sang coulait lentement, noir et visqueux. Elle vacilla en arrière, à peine libérée des lianes, puis glissa jusqu'à s'asseoir contre la clôture. Elle me regarda. Ses yeux n'étaient plus emplis de haine, juste d'acceptation. Après l'avoir observée pendant des semaines et avoir enfin découvert ses véritables intentions, une seule phrase résonna dans ma tête, alors que mes oreilles cessaient de bourdonner. « Gotcha !» « Dwight !» hurla Rosanne, furieuse, me poussant à l'épaule droite. Mon arme chuta alors qu'elle tentait de me gifler, mais je me penchai en arrière. Elle explosa. « C'est quoi ce bordel ?» « Tu penses quoi ?» répondis-je, froid, calculé, comme mes tirs. La colère disparut de son visage. Elle posa sa tête entre ses mains.
marcha vers le mur arrière de la maison. Tu viens de tuer quelqu'un. Ce n'était pas une personne. Elle se retourna brusquement et pointa la chose du doigt. Tu crois qu'un tribunal va te croire quand tu diras que ce truc était un putain de métamorphe? Un métamorphe? D'après ce que tout ça montre, t'as juste tiré sur... Un putain de cambrioleur qui a pénétré dans une maison et tenté d'enlever quelqu'un, dis-je. Elle s'approcha. Malgré la tête de moins, elle se planta devant moi. Tu peux pas résoudre ça à coupe de feu. C'est pas comme ça qu'on s'en sort, c'est pas... Isaac cracha dans la pelouse. Je sais pas. Le problème m'a l'air bien réglé. Elle me bouscula pour se planter devant Isaac. Ah ouais? Alors il est où, John? Ils sont où, les gosses? Elle nous regarda tous les deux. Vous vouliez mon aide parce que votre méthode marchait pas. Alors, tant que j'ai pas donné le feu vert, plus de conneries pareilles, vous allez nous faire tuer. John est là-dedans. On doit aller le chercher. Cria Isaac, plus à elle qu'à moi. Je me souvenais de ce que Rosanne avait dit. Tu rentres là-dedans, t'es fini. Je me rappelais cette nuit sous la tempête, le piège, le barbelé, la vision brouillée. Des dizaines de ces choses m'attendaient. Je rechargeais, insérant un chargeur plein dans l'arme. Très bien. Si ta méthode consiste à aller au manoir, je jetai un regard à la clôture brisée, vers le fond du jardin. Alors allons sauver John. Rosanne sembla vouloir répondre, mais se ravisa. Elle avait gagné. Elle hocha la tête. On quitta les lieux. Rosanne fixa la maison tandis qu'on passait par une allée sur le côté, rejoignant la rue. Isaac regarda en arrière, vers la créature. Moi non, je m'en foutais. Qu'elle soit encore là ou qu'elle ait disparu dès qu'on eut le dos tourné. Malgré ma rage, il était temps d'avancer. John était porté disparu, et le temps jouait contre nous. Nos ennemis montrent les crocs. Et maintenant, mon patron menace de nous balancer dans un fossé pour couvrir l'affaire. Ah, et si vous vous posiez la question, oui, on a fouillé la maison une dernière fois. On n'a pas trouvé le père, ni l'ami de John. Et encore plus inquiétant, aucun signe des flics. J'ai essayé d'appeler le poste local. Personne n'a répondu. Et Isaac, comme vous pouvez l'imaginer, n'a pas arrêté de débattre avec moi pendant tout le trajet du retour. J'ai trouvé un terrain d'entente. Il est dans le bar, ramassant du matos, comme je l'ai demandé. En réalité, il parle aux deux Allemands, Merkel et Garrett. Le bout du chemin approche. Et malgré ce que Rosanne peut dire, je pense qu'on aura besoin de plus de puissance de feu pour ce qui nous attend. Quant à elle, elle n'a rien dit sur le trajet du retour. Elle s'est contentée de fixer la fenêtre. Puis, elle s'est endormie, bonnet tiré sur les yeux. Mon Dieu, ce que j'aurais besoin de sommeil, mais je peux pas. John est là-bas. On doit le retrouver. On doit arrêter tout ça. La fin approche. C'est sans doute pas comme ça que vous espériez voir se terminer cette transmission. Mais entre la nuit, le brouillard, et le vide de mon épuisement qui me tire vers l'abîme, il est temps d'agir. Ici, Dwight Nolan. Fin de transmission, je suppose. Si vous avez des questions, sachez que je lis les commentaires, donc n'hésitez pas à me le poser. Je répondrai au mieux de mes connaissances, même si c'est limité. Prenez soin de vous, les gars. À la prochaine, j'espère.